L'Afrique n'est pas en marge du développement technologique. À voir l'engouement des fabricants pour le marché africain, on peut conclure que le continent est en passe de devenir un foyer d'innovation. Un essor qu'on doit peut-être aussi à des jeunes leaders, innovateurs, vecteurs d'impact social. Le défi aujourd'hui, c'est arriver à assurer un partage inclusif des avantages socio-économiques de ces innovations, encore parfois concentrées à l'échelle locale. Notre invitée du jour se présente volontiers comme innovatrice, vectrice d'impact social. La Camerounaise Christine Edith Dikongé, que nous accueillons avec beaucoup de plaisir sur ce plateau, a par son travail soutenu la création de 40 jeunes entreprises innovantes au Nigeria, Cameroun, Ghana et Kenya. Elle nous parle de technologie comme outil d'inclusion et de renforcement des communautés. Mesdames, Messieurs, merci de nous accueillir chez vous pour notre rendez-vous hebdomadaire. Moi, femme, c'est sur Dash News. For the money I do know, if me I see no cash I don't know. For the money I do know, kuruto. If you follow with the vibe, we gon' vibe, oh. Let me hear you talk, kuruto. If you follow with the legs, we can dance, oh. Let me hear you talk, kuruto. She wasting my time. Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir et sous ce son de Van Dikongé que nous accueillons Christine Edith Dikongé sous le titre Dono. Ça évoque quoi? Oui, en fait, Dono, c'est un son qui a été créé par mon jeune frère, mais c'est aussi un artiste que je manage à Toronto. Et lui et moi, en fait, on adore vraiment la musique africaine. C'est vraiment ça qui nous définit. Vous savez, quand vous vivez hors du continent africain, donc créer de la musique africaine, c'est ça en fait qui nous réunit ensemble. Sous ces notes-là, vous pouvez entendre des mots en douala, naebi, je ne sais pas, un peu, il lance un peu du makossa, donc c'est un son afrobeat. On essaie en fait de mélanger les sons traditionnels africains oui, au afro-pop, au pop que tout le monde écoute, quoi. Donc c'est un peu ça. En fait, il marche un peu sur vos pas, parce qu'en tant qu'étudiante, vous avez beaucoup milité pour la promotion de la culture africaine. Exactement. Exactement. Donc, mais vous avez milité non pas sur le plan artistique, mais plutôt dans le domaine de l'innovation. C'est pour ça qu'on a parlé, vous vous présentez volontiers comme consultante en innovation. Et ce que vous faites au quotidien, et vous êtes technocrate, entrepreneur, c'est un peu dans la famille, parce que maman aussi, elle est entrepreneur. Exactement, exactement. Maman, elle est entrepreneur. En fait, elle a fait ses études en stylisme, design et intérieur. Donc, aujourd'hui, elle a beaucoup d'immeubles au Cameroun qu'elle gère dans ses résidences. Donc, et mon père, lui, c'est un exécutif qui travaille en tant que chef d'entreprise française. Très tôt, vous avez vous avez grandi dans un contexte où on vous a mené à entreprendre. Et c'est ce que vous avez d'ailleurs fait, parce que depuis les bancs, à l'université, vous n'avez pas lésiné sur les moyens. Vous avez insisté pour intégrer les milieux francophones et porter la voix des groupes, entre guillemets, marginalisés. Exactement, c'est ça. C'était une tâche ardue ou... Mais en fait, vu que, comme vous l'avez dit tantôt, je suis née au Cameroun. J'ai quitté le Cameroun quand j'avais 9 ans. Et avec mon père et ma famille, on a déménagé. On est allé au Kenya, en France, à Madagascar, au Mozambique, en Afrique du Sud. J'allais le dire, entre le primaire et le secondaire, vous avez pratiquement fait le tour de l'Afrique. Est-ce que c'est ce mix de cultures qui, au finish, arrive à faire votre force? Je pense bien, ça arrive à faire ma force. Et le fait aussi d'avoir dû recommencer à chaque pays, vous allez entreprendre, innover, chercher à s'intégrer dans la communauté culturelle ou économique de ces espaces-là. C'est ça, en fait, qui a fait qu'une fois que je me suis installée à Toronto pour poursuivre mes études, j'ai commencé une licence d'économie. Puis par la suite, j'ai fait un master en innovation, management et entrepreneuriat. Mais comme vous l'avez dit tantôt, une fois arrivée à l'université, il fallait que je crée un foyer, il fallait que je crée une famille, vu que j'étais vraiment éloignée de ma famille et j'étais toute seule la première fois que j'arrive à Toronto. Donc, du coup, vous avez travaillé donc à rassembler des jeunes étudiants francophones qui forcément n'avaient pas de facilité à s'intégrer. Et le fait d'être à la tête d'un groupe de jeunes, qu'est-ce que ça fait? On attend beaucoup forcément de vous.
Oui. Et c'est aussi dans un contexte où je vis à Toronto et la première langue à Toronto, c'est l'anglais. Et je partais dans une université francophone qui s'appelle Glendon College, York University, l'université de York. Donc, en arrivant là-bas, je me rends vraiment compte que nous sommes une minorité, minorité linguistique. Il faut absolument qu'on s'intègre. Oui, c'est bien beau de poursuivre les études, mais qu'est-ce qu'on va faire après les études? Donc, j'étais présidente du groupe des Africains de Glendon. J'ai cofondé le groupe, l'association des étudiants africains de l'université de York. Et puis par la suite, j'ai aussi l'idée, le groupe estudiantine du campus Glendon. Donc, c'est cet entrepreneuriat social visant en fait pouvoir m'intégrer, aussi intégrer les autres pour qu'on puisse aussi avoir notre place dans ces sociétés-là. Nos familles nous ont envoyés pour étudier, mais aussi pour s'intégrer. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. On profite justement, on va s'appuyer sur cette réponse pour parler du leadership féminin de la femme francophone. Est-ce que ce leadership est moins avancé que leurs congénères anglophones? Au Canada? Oui. En fait, je trouve que c'est pas que c'est moins avancé, mais comme on se retrouve dans une situation minoritaire, on n'a pas forcément la place. Donc moi, ce qui m'a vraiment mise en avant, c'est qu'à ma deuxième année d'université, j'ai été sélectionnée par un programme qui était mené par l'ancien Premier ministre du Canada, qui visait, comme vous le disiez, à sensibiliser, à apporter de la visibilité pour les jeunes femmes francophones. Et dans l'idée, c'était que dans les prochaines 10 ans, elles siègent des conseils d'administration, elles prennent la tête dans des entreprises. Donc, c'était vraiment l'idée de les pousser, en fait. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité de rejoindre ce programme-là et rencontrer à un très jeune âge des personnes, des femmes qui prenaient des décisions. Donc, j'ai pu vraiment me voir, en fait, dans ce parcours-là. Donc, c'est un peu ça qui m'a un peu lancée et qui m'a aussi donné la possibilité et le fait de pouvoir rêver. Et vous avez parlé notamment de siéger dans des conseils d'administration. C'est un peu ce que vous faites dans le comité d'administration de la télévision francophone au Canada. Exactement, de l'Ontario. De l'Ontario, oui. Mais avant ça, j'ai siégé dans un... Donc j'étais la première jeune de moins de 25 ans. Je pense que j'avais 23 ans quand j'ai siégé dans mon premier conseil d'administration. Et c'était à l'Association des Nations Unies du Canada. Donc je siégeais en tant que la représentante de la jeunesse. Ça, c'était mon premier conseil d'administration que j'ai siégé, mais ça, c'était un conseil d'administration où on pouvait être élu. C'est un peu différent de mon nouveau conseil d'administration que je siège, et c'est un conseil d'administration où vous devez avoir une nomination publique qui vient en fait directement du cabinet de l'Ontario, c'est-à-dire les ministres, les premiers ministres, etc. etc. Donc, c'est tout à fait, c'est un honneur pour moi d'être aussi jeune et de siéger dans un tel conseil d'administration. À vous regarder et à voir l'aisance avec laquelle vous vous exprimez, on voit une jusqu'au boutiste qui ne lâche rien. Vous avez une âme frondeuse? Une âme frondeuse? Vous aimez aller au-devant des obstacles, comme on dit au Cameroun, même pas peur. Exact. En fait, quand on vous lance, moi je suis l'aînée de la famille, donc quand je décide de partir au Canada, tout le monde me dit, mais Christine, va à Montréal, ça va être plus facile pour toi. Ah, il y a telle personne, tu as une tante, tu as un oncle, tu as ci, tu as ça. Dit non, pas pour moi. J'ai dit non. À l'époque, là, le ministre de la Culture, le premier ministre africain au Canada qui était nominé, c'était un Camerounais, Maka Koto. Donc à l'époque, c'était lui qui était le ministre de la Culture. Donc tout le monde dit non, mais Montréal, je dis oui, c'est super, je suis vraiment contente, mais je veux aller essayer Toronto, ça me parlait. Donc aller au bout, c'était vraiment bon. J'ai pris ce challenge, ce défi. Et je voulais vraiment prouver à mes parents que j'ai pris la bonne décision de partir quelque part qui a été Uncharted Territory, un territoire qui n'a pas été conquis par des membres de la famille. Ouais, vous n'avez pas eu l'impression, quand on vous a poussé, vous vouliez marquer le territoire par vous-même. Exactement. Et être confronté à vos propres difficultés. Voilà. Et c'est ce que vous avez fait. Maintenant, parlons un peu de l'amoureuse de la technologie que vous êtes, et par votre travail, on l'a dit à l'entame de cette émission, vous avez réussi à faire monter 40 entreprises, les jeunes entreprises innovantes dans plusieurs pays africains. Comment est-ce que vous arrivez à le faire? Comment est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? Donc en fait, pendant la pandémie en 2020,
je me rends compte que j'ai beaucoup à faire. Donc, je me rends compte que je suis camerounaise, je suis dans la diaspora, et je me rends compte que même si je ne suis pas en Afrique, je peux quand même faire beaucoup de choses. Donc, je monte avec mon associé, on appelle ça Africa Hacks. Et Africa Hacks, c'est une plateforme en fait qui réunit... oui, qui organise le plus grand concours technologique d'Afrique. Donc, ça a vraiment commencé au Nigeria. Donc, moi, je prends cette opportunité d'introduire aussi cette plateforme-là à ma communauté francophone, mais aussi lusophone, comme j'ai grandi au Mozambique. J'ai aussi grandi au Mozambique, donc je me dis que c'est une opportunité inouïe de vraiment rentrer dans ce monde-là. Par la même occasion, durant la même année, je poursuis mes études, mon master à l'université de Queen's University, au sein de l'école de commerce Smith, où je poursuis un double master en ingénierie et un master en management. Donc ce master-là lie les deux bouts entre l'innovation et la construction d'une entreprise. Et la conduite même. La conduite même d'une entreprise, exactement. La conduite même d'une entreprise. Donc c'est comme ça en fait qu'on commence à lancer ce qu'on appelle des hackathons, des marathons d'innovation où on réunit des innovations. C'est en réalité un marathon virtuel. Oui, de programmation avec des milliers de jeunes africains. Exactement. Qu'on a fait, et l'un de nos plus grandes initiatives, c'était vraiment d'avoir fait un programme avec le vice-président du Nigeria. Le programme, ça visait en fait à pousser les jeunes à créer des entreprises autour de la finance et de la technologie. Donc, c'est un peu ça qui fait que je pense qu'on a fait un peu plus de 40 entreprises. L'article que j'ai partagé, date de 2021. Donc, on a fait beaucoup et on a aussi touché... À ce jour, on n'est plus à ce stade-là. On n'est plus à ce stade-là. À ce jour-là, je peux dire qu'on a touché près de 5000 jeunes, plus de 10 000 même jeunes, parce qu'on a fait du partenariat où on partageait notre plateforme avec d'autres hubs, d'autres programmes qui visent aussi à faire les mêmes choses que nous, et on leur montrait un peu la sauce. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Bon, pour peut-être les femmes qui nous regardent et qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un hub, c'est en fait un réseau qui est mis en place sous forme... Au centre, il y a comme... pour que ce soit facile, hein, ça doit être imagé comme une étoile qui distribue un peu. Donc, c'est en fait ce que vous faites au quotidien. Mais il faut être dans la tech, dans le numérique pour mieux comprendre. Maintenant, lorsqu'on parle de virtuel, on a l'impression qu'avec le virtuel, on ne peut pas gagner sa vie. Est-ce que c'est... Je pense que, en fait, je suis vraiment contente, merci encore de m'inviter sur votre plateau aujourd'hui pour vraiment discuter de ça. Parce que je trouve qu'avec le virtuel, c'est pas qu'on ne peut pas gagner sa vie, mais le virtuel va pouvoir accentuer ce qu'on fait déjà dans notre vie, dans le monde réel. Voilà. Donc, ce qu'on appelle la métaverse. La métaverse, c'est juste transformer ce qu'on fait dans la réalité et l'emmener dans une réalité virtuelle. Donc, je trouve que le virtuel, par exemple, là, je suis au Cameroun et on me dit, mais qu'est-ce que je fais de mes journées? Moi, de mes journées, je marche, que ce soit sur les rues de Deido, aussi les rues de Bonabéry, je marche à la rencontre des femmes qui ont, vous savez, les femmes qui sont là, elles ont peut-être leur salon de coiffure, d'autres femmes aux 4 conteneurs à Bonabéry qui vendent le poisson braisé. Et je les mets en ligne parce qu'elles ne sont pas en ligne. On ne sait pas que le meilleur poisson braisé se trouve de ce côté-là, de ce côté de Bonabéry. On ne le sait pas, mais les gens qui vivent à Bonabéry... Ça fait des connexions et ça ramène des clients pour qu'elles comprennent l'utilité de ce monde virtuel là, finalement, l'impact de ce monde. Et on parle du potentiel africain dans ce domaine. Peut-il profiter réellement aux citoyens lambda? Oui, je pense que l'innovation peut profiter aux citoyens lambda, même si vous avez votre plantation. Parce que je veux aussi ramener l'agribusiness, on est aussi en Afrique, même si c'est que vous avez votre agribusiness, vous avez votre plantation au village et vous avez pu faire une récolte d'igname. Oui, c'est bien de partager sur même WhatsApp. WhatsApp est très avancé maintenant, il y a le WhatsApp Business, de comprendre le WhatsApp Business. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je peux mettre maintenant mes produits, dire aux gens que bon voilà, pour un tas d'igname, c'est 4000 francs. Donc un peu la même chose que ces femmes-là font quand vous êtes en train de rechercher les habits. Donc c'est la même chose que d'autres personnes le font, appliquer aussi à vos activités. Que vos activités soient aussi, comment dire ça, aussi le secteur secondaire ou tertiaire. Donc c'est vraiment, l'important c'est vraiment d'avoir la visibilité. Pensez-vous que les dirigeants africains l'ont compris, notamment avec les politiques publiques qui sont menées aujourd'hui? Ça, vraiment, j'espère vraiment, c'est pour ça que je suis là aussi, de partager aussi le message. Hein. Parfois, vous savez, la technologie peut être envahissante si c'est qu'on ne comprend pas
comment la contrôler. Donc c'est important d'apporter des personnes comme moi, qui sont des consultants dans la stratégie d'innovation pour accompagner justement ces politiciens. Je peux vous donner un exemple, par exemple avec le Canada, où avec ma compagnie Aqua Agency, je travaille avec le gouvernement et avec leurs agences comme des associations à but non lucratif pour les aider dans leur stratégie d'innovation et d'entrepreneuriat. Donc on monte des programmes ensemble, mais qui sont subventionnés par le gouvernement du Canada. Est-ce que vous avez déjà essayé sur le continent? J'ai essayé justement au Nigeria. Le message passe? Oui, donc quand j'ai essayé au Nigeria, on a été subventionné, on a fait notre programme et j'espère aussi un jour pouvoir vraiment... dans votre pays? Essayer dans mon pays. Ça paraît plus hermétique dans votre pays, par exemple, qu'au Nigeria? Au Nigeria, c'est plus ouvert? Je pense qu'au Nigeria, je ne sais pas, j'ai cette particularité. C'est plus avancé? C'est plus, pas forcément que c'est plus avancé, mais je pense que le Nigeria, ils ont déjà l'écosystème qui est déjà là. Ce qui manque au Cameroun. Mais au Cameroun, on a l'écosystème, on a ActiveSpace qui existe déjà, on a JavaSpace, on a déjà des espaces qui existent déjà, on va pas cracher là-dessus avec Enonchan. Enonchan, que j'adore. Salut Rebecca, si tu nous écoutes. Et c'est vraiment Rebecca qui fait vraiment déjà ce travail-là de fond. Maintenant, je pense qu'on peut aussi faire dans tous les villages camerounais, de Bafoussam, à aider en passant à Douala pour arriver à Malimba. Donc je trouve que c'est quelque chose qui va... Je pense que ça va au-delà des politiques. Dans tous les cas, la technologie ici, c'est un vecteur d'inclusion et ça renforce justement les communautés. Exact. On va revenir un peu sur... la relation homme-femme dans ce secteur-là. Les femmes sont logées à la même enseigne lorsqu'il s'agit de création, d'innovation, mais elles doivent surmonter moult obstacles. A priori, on a l'impression, c'est un domaine réservé uniquement aux hommes. Ce qui fait que les femmes n'ont pas la même aisance que leurs collègues masculins. Oui, en fait... Je pense que c'est aussi, vous savez, en grandissant, on voyait beaucoup d'ingénieurs hommes, donc beaucoup de femmes se sont dit « Ah non, être ingénieur, c'est pas vraiment mon truc ». Mais on a une Camerounaise, son nom de famille Ndo, j'ai oublié son prénom, mais son nom de famille c'est Ndo, qui travaille à la NASA aux États-Unis. C'est une ingénieure, donc je trouve que en tant que femme, on ne doit pas vraiment se laisser, on ne doit pas rester derrière. Donc c'est ça que j'aime bien avec les Nigériens, we don't carry last, on ne reste pas derrière. Donc nous aussi on doit vraiment appliquer cette expression nigérienne, en fait, qu'on ne va pas rester derrière, en fait, que c'était une expression qui a galvanisé en fait tout le pays. Et je pense que pour nous les femmes, on a juste besoin de plusieurs exemples de femmes qui ont pu le faire. Et si c'est que vous n'avez pas eu un cursus forcément dans l'ingénierie, par exemple comme moi, j'ai commencé en économie, dans la finance, mon premier emploi, c'était vraiment dans la finance, dans la stratégie, dans l'investissement. Et après, je suis toujours dans ce milieu-là, mais après, j'ai voulu être intéressée par ma curiosité. Donc, laissez-vous guider par votre curiosité. Si cette curiosité-là vous demande d'aller en ligne sur Coursera ou sur d'autres plateformes qui existent, qui ont des cours gratuits pour vous actualiser sur vos capacités, vos connaissances, c'est ça qui est important. Donc, je trouve que les femmes, oui, c'est vrai que statistiquement, nous sommes derrière, mais il n'est jamais trop tard. Nous sommes toujours en train de construire le monde de demain et pour ça, il faut prendre des initiatives. Donc, c'est pour ça que moi, je décide de faire le master que j'ai fait pour vraiment rentrer dans ce tas-là, pour aussi exister dans ce monde-là. Même si j'ai sorti d'un monde de finance pour aller dans un monde de technologie. Donc, à la fin de la journée, je suis vraiment dans un monde d'hommes. Dans tous les cas, vous l'avez compris, le message, il est passé, ne pas se limiter et pourquoi pas aller en front line. Et parfois, on y va, on ne maîtrise pas forcément. Vous avez commencé en économie. Aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément éloigné de votre domaine de formation, mais ça vous aide aujourd'hui à conquérir d'autres plateformes. Exactement. Et pourquoi pas rejoindre, vous l'avez évoqué, Reine Tonné Johansson. Oui, cette Camerounaise, elle est la 3e du pays à rejoindre la NASA. C'est dire que c'est pas un domaine fermé, réservé aux hommes. Et comment aujourd'hui arriver à protéger et à adopter les innovations menées par les femmes? Est-ce que c'est le même process que chez les hommes? Je pense aussi
quand on bâtit notre innovation, on le fait avec notre propre énergie. Après, c'est vraiment à nous de savoir les personnes avec qui, enfin, les personnes qu'on aimerait apporter dans notre cercle d'innovation, parce qu'une innovation peut être volée. J'ai eu beaucoup de projets qui ont été... Et c'est plus facile dans le domaine virtuel qu'autre chose. Qu'autre chose, ou même dans le marketing, dans les présentations de projets, ou des projets qui sont innovants. C'est plus facile, c'est très très facile je pense de se faire doubler, homme ou femme, de se faire doubler. Mais pour les femmes, je pense comme on a ce côté un peu sensible, parfois ça peut vraiment nous heurter et nous freiner. Donc vraiment, même quand ça arrive, vraiment, les femmes, si vous m'écoutez, vraiment être copiée, c'est la plus belle forme de compliment, je trouve. Hein. Si quelqu'un te copie, ça veut dire que cette personne-là, elle aime vraiment ce que tu es en train de faire. Donc l'idée, c'est quoi? Et ça, c'est une chose que j'ai dû apprendre avec le temps. C'est quand on présente son idée, de ne pas forcément donner toute la sauce, c'est-à-dire donner les grandes lignes, mais pas vraiment les détails et le cœur même de son innovation, garder pour soi. Et c'est ça parfois que je dis, et même si on veut vous aider, je le dis tout le temps, et ma mère, si elle écoute, elle le sait, je dis que bon, tu sais quoi, ils peuvent voler mon idée, mais à la fin de la journée, l'essence, la sauce, c'est moi. C'est moi. Donc ce que je voulais faire, même s'ils le font, ils ne vont jamais pouvoir arriver. Ce ne sera jamais comme moi, parce que j'ai pensé le truc. Et ouais, exactement, et je le fais. C'est un peu comme une femme qui porte son bébé 9 mois. Voilà. Même si vous arrivez à obtenir le sourire du bébé, il y a cette connexion-là que vous n'arrivez jamais à prendre ou à enlever. Maintenant, les politiques d'innovation sur le continent tiennent compte des groupes marginalisés, vous pensez? Je pense, pour l'instant, les politiques, peut-être que je vais aller plus dans les politiques économiques. Donc, quels sont les acteurs économiques comme... je pense que là, présentement, on a Visa, par exemple, qui a lancé un fonds d'innovation, je pense, de 100 millions de dollars visé aux écosystèmes de femmes, si je ne me trompe pas. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup Et c'est pour ça que, comme on disait tantôt, j'ai commencé par l'économie. Et quand j'ai réalisé que l'économie future, ce qui changera l'Afrique, ça va être sur les politiques d'innovation et d'entrepreneuriat. Et comme je l'ai dit tantôt, l'innovation peut aller partout, que ce soit dans le agribusiness, que ce soit dans le food, l'industrie, beauty, tous les secteurs sont concernés. Et c'est maintenant à vous de voir quelles sont les stratégies d'innovation qui vont vous faire apporter votre projet un peu plus loin que d'habitude. Donc, ce que je trouve qui se passe dans le continent, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs. On n'a pas forcément besoin d'attendre que nos politiciens commencent à faire des stratégies, mais on a des acteurs, comme j'ai donné un exemple, la Visa Foundation. Il y a aussi d'autres exemples comme la Banque africaine de développement qui se focalise sur l'innovation femme. Et on a aussi l'Union africaine qui soutient l'innovation femme, surtout dans le domaine de l'éducation, pour celles qui nous écoutent, parce qu'il faudrait le préciser. On a besoin d'innovation dans le domaine, surtout lorsqu'il s'agit en Afrique subsaharienne d'éducation de la jeune fille. Donc, si vous êtes intéressé par le domaine et que vous avez des idées, n'hésitez pas à vous investir. Et parfois, n'attendez pas forcément à être soutenu dès le premier essai ou dès la première tentative. Il faut être persévérant et résilient pour arriver à obtenir quelque chose. Exactement. On va parler à présent de ce que vous voulez faire. Vous travaillez à encourager l'adoption et l'adaptation des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur le continent. Comment justement renforcer l'empreinte du réseau de recherche en Afrique? Ça, c'est vraiment, merci pour cette question, c'est vraiment un sujet maintenant où je commence vraiment un peu plus à m'intéresser. J'ai fait mon master et dans mon master, j'ai vraiment étudié, bon, en ligne, ils vont dire que c'était vraiment la civilisation à l'ère du numérique, mais vraiment, j'ai regardé la civilisation africaine, c'est-à-dire toutes nos économies à l'ère du numérique. Mais quand je dis numérique, ça ne veut pas dire qu'on... Je tiens à le préciser, ça ne veut pas dire qu'on oublie le in-person, de se parler en face à face. Non, c'est comment prendre avantage. Le mot-clé, c'est l'avantage. Donc, pour moi, je trouve que j'ai découvert ma culture en ligne par Google. Quand Google a existé, c'était vraiment ça a eu un impact dans ma vie. Donc, j'ai vraiment Google, j'ai vraiment tout ce que je veux savoir. Je connais tout. Je regarde sur Google, je cherche sur Google parce que justement, des Africains ont commencé, des Camerounais ont commencé à créer des contenus, culturels et sur l'histoire camerounaise en ligne qui permet vraiment à ce que moi, je puisse être connectée parce que je suis une très, très fan de l'histoire africaine. Donc, quand j'ai pu voir l'effet et l'impact que Google ou les moteurs de recherche ont eu en moi, je trouve aussi que c'est aussi important qu'on puisse
vraiment regarder, nous, en fait, comment est-ce qu'on va avoir un impact pour pouvoir la connectivité africaine. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut changer nos économies tout en s'adaptant aux nouvelles réalités. C'est-à-dire que je pense que vous avez vu, il y a beaucoup des tontines en ligne qui se passent pendant la pandémie. On avait les tontines en ligne. Les gens on ne se voit pas, mais on parle en termes de millions. Exactement. Et, on a beaucoup... Et les femmes sont les premières dans ce domaine-là. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est une tontine. Si c'est qu'on la met en ligne, là, je ne vais pas beaucoup parler, donner des idées, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se créer quand On a l'exemple, par exemple, je ne vais pas vous couper, du Tchad, où on a un groupe de femmes qui, grâce à ces tontines, sont arrivées à collecter 150 millions de francs CFA pour monter carrément comme une entreprise où elles arrivent à se rémunérer tous les mois pour sortir justement ce village de la précarité. Voilà. Donc ce sont des initiatives comme ça qui sont encouragées. Maintenant, vous encouragez l'inclusion des entrepreneurs du millénaire auprès de 20 000 utilisateurs dans 10 pays africains. Comment est-ce que vous procédez ? Donc, en fait, c'est beaucoup de stratégies de communication. Donc, comment on a vraiment commencé, c'est vraiment la pandémie, ça a eu un boom parce que pendant que le monde, je ne veux pas dire... était paralysé, ben, nous, on était actifs. À fond. On était vraiment à fond. Le virtuel le Covid-19 a profité au monde virtuel. Et ce qui est intéressant, c'est que nos jeunes, ils étaient en train de développer de leur Android, de leur téléphone portable. Donc nous, on donnait accès à Internet, on donnait des datas quand vous participez à nos programmes de hackathon. Moi, je suis très connectée au Canada et aussi en Amérique du Nord et en Europe. Donc comment dire ça en français, allez-y. I was leveraging my connection to connect other companies like Amazon. Amazon nous a donné des crédits cloud avec ce crédit cloud, des compagnies ont pu enregistrer. Donc, au lieu de payer $600, $500 l'année, vous vous retrouvez à payer $0 par nos programmes. Par vos programmes. Donc, pour nous, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut essayer de démocratiser ce numérique à zéro franc. Parce que ces compagnies nous payaient et nous payaient pour nos services et nous on délivrait ça. C'est un peu le remède que vous avez voulu reproduire sur le continent africain. Voilà, l'accès à Internet à 0 francs. Exactement. Mais bon, ça reste encore très à l'échelle locale. À l'échelle locale. Et j'ai vu aussi que Orange, récemment, ils ont commencé un programme d'entrepreneuriat. Désolée. J'ai vu que des compagnies téléphoniques camerounaises ont commencé, camerounaises qui sont basées en Afrique, ont commencé un programme d'entrepreneuriat. Donc, je trouve que c'est un courant qui accourt parce que ça n'existait pas avant. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'avenir. Et on ne peut pas faire sans. Exactement. Et un pays qui aujourd'hui ignore le numérique, et ignore, comme Rebecca Enonchon dit, l'avenir. Il y a un potentiel, un fort potentiel. L'économie numérique, c'est l'économie de demain. Donc, et les femmes, pourquoi nous sommes fortes quand il s'agit de tontines entre quatre murs et sur le domaine du virtuel, on rechigne à s'exprimer, on rechigne à prendre les devants. Donc, l'objectif de Moi Femme de cette émission aussi, c'est d'avoir des profils comme Christine Edith Dikongué qui vont vous amener à sortir de vos zones de confort, parce que c'est ça aussi, apprendre à quitter sa zone de confort pour être confronté à de nouveaux challenges. Et c'est parfois face à un challenge qu'on se dépasse et qu'on se découvre personnellement. Donc, nous avons le plaisir dans cette émission, comme je l'ai dit, de vous accueillir. Et je tiens à préciser qu'en qualité de jeune leader, vous avez été sélectionné en 2020 pour rencontrer Barack Obama. Est-ce qu'on peut revenir sur cette expérience? Oui, bien sûr. C'est pas chaque jour qu'on le rencontre. Hein? Oui, exactement. Bon, avant ça, j'ai aussi rencontré Michelle Obama. Oui. Je ne l'ai pas rencontré, mais c'est un fil conducteur. Hein. Donc, en fait, ça commence en 2019. Bon, si ma mère me regarde, en 2019, je me suis vraiment lancée. Et en 2019, j'ai eu un challenge professionnel. Et j'ai dit à ma mère, maman, tu sais quoi, when they go low, I have to go high. Je vais rencontrer Obama. En plus de ça, ma mère m'a dit, mais Christine, comment tu vas faire? Je dis que maman, je te le dis. Je vais le faire. Je vais le faire. Et à cette époque-là, j'étais une petite fille, une jeune fille à Toronto, voilà. Un peu qui se font dans la nature. Qui se font dans la nature. Forcément, n'est pas au devant de la scène. Et je n'étais
Pas du tout devant de la scène, j'étais vraiment derrière, sur la scène ni politique, sur la scène politique, économique. Oui. C'est-à-dire, moi, je pense que je suis apolitique. J'étais vraiment sur la scène communautaire, j'aimerais dire. Donc, ça commence quand mon premier contrat, je l'obtiens avec la banque, une banque canadienne. Et ma manager, ma boss, à l'époque, c'est la CIO, Claude McGowan, elle me dit qu'elle va rencontrer Michelle Obama et c'est elle qui va l'interviewer. Je dis, ok. Donc, je me retrouve et à l'époque, je travaillais vraiment avec le service clientèle, mais par des robots. Donc, stratégie d'innovation par des robots, c'est-à-dire la communication entre les personnes, les robots. Et un peu comment est-ce que... Et j'ai créé aussi pendant ce temps-là le premier programme, avant la pandémie, le premier programme Remote Working de la banque. Donc, c'est moi qui l'ai écrit et ils l'ont appliqué pendant la pandémie, avant même que ça arrive. Donc, pendant ce temps-là, on se retrouve à faire quelque chose qui est fun, c'est-à-dire à apporter Michelle Obama. J'ai dit pourquoi pas, j'ai pas pu la rencontrer parce que c'était vraiment full. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis assise à la première ligne, le siège était 44 et pendant que Michelle Obama me parlait, elle me voyait, c'est moi qui voyais en premier, j'étais dans mon cœur, je dis vraiment... Et je parle de ça par rapport à la manifestation. Et j'étais là, je disais vraiment... Si après toi, je peux vraiment rencontrer Barack Obama, vraiment, ça va vraiment être le top de top. C'est en 2010, ça va vraiment être le top de top. Et j'étais vraiment là et je parle vraiment de la manifestation. Moi, femme, j'existe par ma manifestation, par le fait de manifester mes rêves. Et aussi crazy que mon rêve était de rencontrer Obama, ça s'est passé. Donc après ça, je disais à tout le monde que, écoutez, vraiment, moi, j'ai besoin de... En fait, Obama, j'ai rencontré 2 fois. Donc, la première fois, j'ai organisé une de ses venues à Ottawa. Et j'ai vraiment connecté avec les gens. Je suis partie en ligne. J'ai dit, hey, salut, j'ai appris que Barack Obama venait en ville. Et moi, je suis à Ottawa. Et j'étais là pour un fellowship que j'ai fait avec le Open Government. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement du Canada a appelé tous les... je pense qu'il y avait plus de 42 gouvernements du monde entier pour parler sur les enjeux du numérique, les enjeux de Open Data, les enjeux de partager les informations pour pouvoir avancer nos communautés numériques. Et pendant ce temps-là, Obama était là et il parlait un peu de ces choses-là. Donc, je l'ai rencontré pour la première fois, mais j'étais très loin. Et la deuxième fois, quand je le rencontre dans la capacité d'une jeune leader de moins de 30 ans. À l'époque, j'avais moins de 30 ans, en 2020. Et on m'invite à participer à une conférence. Et quand cette personne qui s'appelle Rhiannon Rosaline, merci beaucoup pour cette opportunité, quand elle me rencontre, elle me dit que Christine, ben voilà, tu as été sélectionnée je te donne un ticket pour rencontrer. Je dis ok, il n'y a pas de souci, mais moi vraiment, j'existe par mes communautés et je ne peux pas arriver là-bas, je ne peux pas venir toute seule parce que je suis connue vraiment pour... à obtenir des sésames à des jeunes issus de la minorité, que ce soit des jeunes francophones, immigrants, réfugiés, étudiants internationaux ou juste des jeunes professionnels. J'étais vraiment là pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? On doit conquérir le monde à un si jeune âge. Donc elle m'a dit, ok, tu veux combien de tickets? J'ai dit 100. Elle m'a dit, ok, pas de souci. Ouais, comme ça. Ouais. Parce que vraiment, l'idée qu'elle faisait, c'était vraiment connecter des jeunes, des CEO avec des jeunes leaders sur une même table. Donc... elle avait beaucoup commandites, de sponsors qui l'a sponsorisé. Mon français québécois, c'est commandites. Donc, du coup, elle me donne 100 tickets. Et là, je n'ai même pas fait de promotion. Je ne suis même pas allée sur Facebook. Je suis vraiment je suis vraiment on the radar. Je n'ai pas fait de promotion. Non, je connaissais déjà ces personnes-là qui m'ont poussé depuis 10 ans. Et je les ai envoyé des messages email. Hey, est-ce que tu es libre je pense que c'était le 21 janvier ou 23 janvier, quelque chose comme ça. Oui, je suis libre. Donc, du coup, en 2-3 jours, j'ai fini. Tu as tes 100 lui ai envoyé ça. Elle dit, oh mon Dieu, est-ce que j'ai dit que non, c'est déjà assez. Franchement, moi, j'étais vraiment très, très contente. Et puis, elle ne m'a rien dit. Un jour avant de rencontrer Barack Obama, elle m'appelle, elle me dit, bon, Christine, félicitations, tu étais sélectionnée parmi la jeune leader, parce qu'il y en avait qu'une, c'était moi. Les autres, c'était vraiment des CEO et les parents des enfants. Voilà, moi, j'étais toute seule, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle m'a dit que tu étais sélectionnée. Parce que vraiment, ton parcours était très extraordinaire en tant que jeune leader. Pour le rencontrer, je ne voulais pas te dire avant, parce que pour le rencontrer, il faut passer par... on doit faire ton background check. Donc, c'est ça, vous savez, quand vous me dites... le temps du silence, on faisait ton background check. Exactement. Et ça, si je reviens avec l'éducation des mamans, et là, je remercie beaucoup ma mère, si elle regarde, qui m'a toujours dit qu'il faut vraiment faire attention à ce que tu poses, à ce que tu fais, parce que tu ne sais pas qui tu vas devenir. Qui tu vas devenir et quelle opportunité tu vas avoir. Donc, et c'est là vraiment où ces conseils-là, et moi, par exemple, quand je disais toujours, dès qu'il y a un truc bizarre, je prends ton téléphone, je supprime. Donc, je ne suis pas dans les... Je suis pas dans tout ça. Donc, vraiment, c'est ça vraiment que l'éducation de la maman. Hein. Moi, femme, c'est vraiment moi, à travers ma mère et mon père aussi, mais beaucoup aussi par ma mère. Hein. Et
Et c'est là que ça arrive et je me retrouve, on était peut-être 20-25, je me retrouve dans la salle à le rencontrer et pendant que les autres prenaient une photo, nous on a eu une petite conversation. Il a vraiment aimé le fait que quand je me suis présentée, voilà, Christine Edith Toubadi Kongé, et il a senti l'accent français, il a dit « Ah, tu viens du Cameroun. Ah, tu parles français? Oui, bon, après, bon, j'ai un peu pitché ce que je pouvais pitcher, voilà. Il faut toujours pitcher les femmes, il faut toujours avoir son idée, il faut toujours être prête à pitcher, sait-on jamais, même si ça n'arrive nulle part, le fait de pitcher, de proposer un projet, c'est ça ce qui est très important, ce qu'on appelle ta 1 minute, comment dire, censored talk, ton speech de 1 minute. Tu as 1 minute pour, pour dire ce que tu as à dire, ne manque pas ces 1 minute-là, profite du laps, même si c'est 2 secondes, marquez le temps et l'espace. Et l'espace, exactement. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait exactement. On a eu une conversation de 5 minutes qui était vraiment enrichissante sur ma culture, le développement, ce que je pense de l'Afrique, etc. Parce que ce sont des personnalités qu'on ne se lève pas le matin, on s'est dit on va le rencontrer. Et lorsque ça arrive, est-ce qu'on y croit vraiment? On est comme sur un nuage. Exactement. Et quand c'est arrivé, la pandémie est venue 2 mois après. Même cet événement, on n'était pas sûr de pouvoir le faire. Et après cet événement, je pense pas qu'il a eu des événements in person depuis, en présentiel depuis. Et après ça, 2 mois après, la pandémie s'est passée. Et pour moi, j'ai gardé vraiment cette expérience-là pendant la pandémie. Ça m'a vraiment poussée. Et même tous les jeunes que j'ai ramenés, tous les jeunes qui ont été impactés par cet événement-là, comme vous l'avez dit, on ne le rencontre pas tout le temps. Et là, on se retrouve dans une situation où on ne peut plus rencontrer au Canada, c'était vraiment distanciel. Tu ne pouvais, tout était fermé au Canada. Le Canada, c'est le dernier pays à relativiser, à commencer à baisser un peu les mesures barrières. Exactement. Le dernier pays vraiment du monde. Vraiment le dernier. Peut-être aussi c'était des mesures à prendre au vu du nombre de personnes décédées de cette pandémie-là. Et malheureusement, heureusement, on a encore ce vent-là qui souffle du côté de l'Asie avec la Chine. On parle d'une probable résurgence du Covid-19. C'est vrai que ce n'est pas terminé, mais la Chine s'ouvre progressivement au monde et les réactions des gouvernements ne se sont pas fait attendre. Beaucoup rechignent à recevoir des touristes chinois, mais cela va se faire comme avec les autres pays. Revenons un peu sur Africa Hacks. À quand le prochain marathon virtuel? Le prochain marathon virtuel risque peut-être d'arriver, parce que là, comment dire ça, je suis en train de me redéfinir. Africa Hack, c'est un hackathon, c'est une compétition, mais là, vraiment, j'essaie vraiment d'apporter un peu plus... que ce que vous faisiez par le passé. Exactement, j'essaie de me dépasser. Et c'est ça même le but de l'innovation, innover. On ne s'arrête jamais. Il faut toujours penser, parce que c'est un domaine des plus sensibles. C'est le seul domaine où, pendant que toi, tu cogites, tu es à ce niveau. Si on prend une échelle de 10, si tu as 5, peut-être ton voisin viendra et sera à 9. Donc, il ne faut pas se faire dépasser. Exactement. Et il faut toujours être en avant-garde et proposer. Et proposer de nouvelles initiatives. Et c'est pour ça que par Africa Hack, c'est par mon expérience que j'ai eue, j'ai pu vraiment lancer mon agence consultative, Aqua Agency. Bien que là, c'est encore une agence, mais sachez qu'on crée des produits numériques. Le premier produit numérique que nous avons créé s'appelle monoasisnumérique.ca. Désolée, c'est pas une publicité, mais c'est un non-for-profit. C'est pas non, vraiment pas. C'est vraiment pas. En fait, le but derrière ça, c'est la première plateforme numérique dans l'Ontario français qui pousse les jeunes filles à démystifier les nouvelles technologies, c'est-à-dire de ne pas avoir peur. Parce que moi, pendant la pandémie, on en a besoin sur le continent africain. Oui, moi, pendant que je dis pendant la pandémie parce que je me sentais muselée. Je me sentais comme si je n'arrivais pas à avoir ma voix. Et je trouve que si moi, quelqu'un qui a autant de visibilité, n'arrivait pas à naviguer les réseaux sociaux, n'arrivait pas à naviguer, mais n'arrivait pas vraiment à marquer mon temps et à m'exprimer, qu'en est-il pour les autres femmes qui ne comprennent pas c'est quoi la blockchain, qui ne comprennent pas c'est quoi la métaverse, qui ne comprennent pas tout ce numérique à la fin de la journée. Et ça touche aussi les femmes francophones au Canada. On a besoin d'éducation. De la même façon qu'on éduque un enfant qui naît, on a besoin d'éduquer les femmes pour qu'elles puissent avoir accès au numérique. Parce que le numérique, c'est non seulement... c'est virtuel, mais ça aussi son vocabulaire qui n'est pas accessible à tout le monde. Et
peut-être pour démystifier et rendre ça plus démocratique, on va dire simplement que venez comme vous êtes et le numérique se chargera de vous transformer. Exactement. Ouais. C'est un peu comme du vélo. Une fois que vous avez appris comment ça marche, vous ne l'oubliez pas pour le reste de votre vie. Exactement. Donc, il faudrait apprendre à ne pas avoir peur de l'ordinateur et vous avez déjà un téléphone Android, pourquoi pas commencer à ce stade-là et peut-être aussi encourager les politiques publiques à démocratiser l'accès à Internet parce que le plus grand obstacle sur le continent africain, c'est l'accès à Internet. Et lorsqu'on sait que ça coûte encore cher dans plusieurs pays africains, notamment en Afrique subsaharienne, que dire des zones reculées, des zones rurales où ce sont des femmes qui sont les premières exposées à la pauvreté. Donc, c'est dire qu'elles ont encore un problème, des problèmes de base, se nourrir. Donc, c'est pour elles, songer à des mégas et tout, c'est un peu comme perdre son temps quand on a des enfants qui ont faim. Lorsqu'on a faim soi-même, il est difficile de penser à évoluer avec son temps. Donc, la première chose à faire, c'est peut-être que les politiques arrivent à démocratiser l'outil Internet parce que c'est parfois dans ces zones reculées-là qu'on a des contenus, mais alors des contenus qui sont partagés par des millions d'internautes à travers le monde et qui font aujourd'hui le buzz. On a des histoires comme ça qui partent des zones où non-aime, franchement inconnues, qui arrivent aujourd'hui à faire connaître tout un pays. Donc, ça peut impacter, le numérique impacte tous les secteurs, que ce soit touristique, agricole, comme vous l'avez dit. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes aujourd'hui, grâce au numérique, vous pouvez changer le cours de votre vie. Et c'est vrai. On va dans quelques instants se quitter. Christine Edith Dikongué, à suivre votre parcours, on a l'impression que vous avez passé plus de temps sur les bancs, master en ceci, master en cela. Est-ce que ça vous a laissé le temps de penser à vous-même? C'est vrai que vous êtes encore toute jeune, mais est-ce qu'à côté de ça, vous arrivez à avoir une vie de femme? C'est... On ne sort pas. Moi, femme, c'est aussi ça. Oui, en fait, je me rends compte, et je pense hier, quand j'ai eu mon interview radio, je me rends compte qu'il faut vraiment essayer d'avoir une balance dans cette vie-là. Et moi, je pensais... je pensais que je me débrouillais assez bien. Mais hier, par exemple, j'ai eu un exemple avec ma sœur où après, j'ai évoqué un sujet. Mais ma sœur m'a dit, mais Christine, pourquoi tu évoquais ce sujet-là alors que tu n'étais pas dans dans un contexte de travail? Pourquoi tu as parlé de ça? Je dis, je ne sais pas. En fait, sans te rendre compte, tu apportes en fait ton bagage de qui tu es, des aspirations, des projets que tu as en tête. Et tu ne te rends pas compte que en fait, ces projets-là, en fait, c'est des projets de vie. En fait. Et pour moi, quelque part, c'est mon épanouissement. C'est-à-dire que quand j'arrive à faire mes projets d'impact, c'est mon épanouissement. Mais pour revenir à votre question, justement, quand on a dû redéfinir, pendant la grande pandémie, je suis revenue au Cameroun pendant 9 mois, où pendant ces 9 mois-là, j'étais silence radio. Donc, c'est vraiment le temps pour moi de me ressourcer. D'être connectée à la famille. D'être connectée à mon univers. Donc, je pense qu'en tant que femme, c'est important de toujours trouver un moment, un break, de trouver ce moment-là. Donc, c'est un peu ça. Dans tous les cas, ça a été un plaisir de vous recevoir et on a eu une Christine tout au long de cette émission qui ne peut pas dire 2-3 phrases sans penser à maman. Maman, pièce maîtresse de votre vie. Exactement, moi et femme. Donc vous êtes fusionnelle? Oui, on est très fusionnelle. Elle sait que je suis ici. Elle connaît toute ma vie. Dans une famille de combien? Fratrie? Nous sommes 4. 3 filles, un garçon. C'est la même connexion avec maman? Exactement, même connexion. Et entre nous, frères et sœurs, on est aussi la même, très fusionnels. Donc, ils savent tous que je suis ici. Donc, on va conclure en disant merci à maman pour cela. Alors, exactement. On dit merci à toutes ces femmes qui travaillent au quotidien, qui mettent les petits plats dans les grands au nom de leur bout de chou, qui font des pieds et des mains
pour permettre à leurs enfants de conquérir le monde. Et je pense que c'est ce que vos parents ont fait, Exact. parce qu'on n'oublie pas papa. Oui, on Ils n'oublie sont pas papa. deux. On n'oublie Donc, pas à tout seigneur, tout honneur, on va Oui. simplement dire merci à vos parents pour ce que vous faites. Et on vous dit merci de porter haut le drapeau camerounais au-delà des frontières et de faire parler de vous dans le domaine de l'innovation. Et on va se quitter, mesdames, messieurs, en rappelant simplement que Christine Edith Dikongé, elle est, je voulais le dire en anglais, mais là c'est compliqué, mais on va y essayer. On va essayer. Board Director, Francophone Television of Ontario, President and Chairwoman, Toronto's Young Leaders Civil of the IEFA. International Economic Forum of the America, qui est un peu l'économique, comme le forum économique, mais pour les Amériques. Donc, je suis présidente et chairwoman des jeunes leaders de cette conférence-là. On fait alors ça. Hein? Ça, c'est pour sortir, comme on dit au Cameroun. Lorsqu'on est sur tous les fronts, on fait alors ça. Ah, il faut... Qui va se négliger? On ne peut pas se négliger. C'est important de montrer aux jeunes femmes que toi aussi, tu peux le faire. Donc, si je peux le faire, tu peux aussi le faire. Voilà, c'est dit. Que dire de plus? Après ça, on ne dit rien. On se dit simplement rendez-vous dans 7 jours. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Christine, merci. Merci à vous. Rendez-vous dans 7 jours et comme je dis, ça passe très vite. À bientôt.